Sous le soleil du Sahel, un mirage devient réel, et la chaleur ne brûle plus les récoltes, elle les alimente. En 2025, Ibrahim Traoré annonce une ceinture agro-solaire de 3 milliards de dollars, où l'électricité rend l'eau mobile, l'eau régénère le sol, et le sol nourrit des familles entières, de Kaya à Bobo Dioulasso avec 6000 mégawatts promis pour écoles, cliniques et ateliers. Cette promesse, jugée impossible par des observateurs, a pourtant pris forme en champs miroitants, pompes électriques et sillons irrigués visibles depuis l'espace, tandis que des coopératives locales se forment et que des étudiantes tracent déjà le mur de lumière du pays. Le pari lancé par Ibrahim Traoré dépasse les chiffres. Il redéfinit la souveraineté. Son engagement repose sur une idée simple mais révolutionnaire: unir énergie et nourriture sur la même terre. En promettant que chaque kilowatt irriguerait une graine, il a ouvert un horizon où la lumière devient ressource plutôt que contrainte. Les bénéfices promis: une indépendance énergétique durable, des récoltes régulières et 2 millions d'emplois nouveaux. Mais derrière ces chiffres se cache un enjeu plus profond: prouver qu'un pays enclavé du Sahel peut se suffire à lui-même. Si le pari échoue, il renforcera les voix qui prétendent que le développement africain doit toujours dépendre de l'extérieur. S'il réussit, il deviendra un précédent politique et moral pour tout le continent. Cette tension entre l'espoir et le risque est le véritable moteur de la ceinture solaire du Burkina Faso, symbole d'une renaissance écrite non dans les discours, mais en mégawatts et en récoltes partagées. La révélation survient dès les premiers mois de 2025. Les images satellites montrent une ligne d'argent traversant le Sahel. Ce que Ibrahim Traoré avait annoncé comme un rêve devient visible, mesurable. 6000 mégawatts d'énergie propre, 4 millions d'acres de terre relancés, 2 millions d'emplois projetés. Ces chiffres, que beaucoup jugeaient irréalistes, s'impriment désormais dans le paysage. Le projet, appelé Ceinture agro-solaire, est le fruit d'une alliance sans précédent entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Énergie. L'idée: fusionner indépendance énergétique et souveraineté alimentaire. Sous chaque panneau solaire, un réseau d'irrigation, sous chaque champ, une pompe électrique. La lumière du soleil devient mouvement, puis récolte. Ce modèle circulaire, énergie vers l'eau, eau vers le sol vers les gens, traduit une logique nouvelle: le développement intégré. En quelques mois, les premiers hubs près de Kaya montrent leurs effets. Les cultures renaissent, les réservoirs se remplissent, les femmes construisent des séchoirs solaires pour conserver fruits et légumes. Les importations de diesel chutent, économisant à l'État près de 180 millions de dollars par an. Pour la première fois, le Burkina Faso exporte de l'électricité vers le Mali. Et surtout, la population y voit autre chose qu'un projet technique, un acte de dignité. Pendant des décennies, disait Traoré, on nous a forcés à choisir entre lumière et pain. Nous choisissons les deux. Ainsi naît une idée qui dépasse les frontières nationales. Car dans ce pays longtemps décrit comme dépendant, la lumière devient métaphore d'autonomie. Le monde observe, hésitant entre admiration et crainte. Et une question s'impose: que se passe-t-il quand une nation africaine prouve qu'elle peut se lever sans permission? Dans les villages du Nord, les premiers résultats changent les visages avant de changer les bilans. À Waïgouya, un agriculteur montre les sillons qu'il croyait perdus. L'eau revient, entraînée par les pompes solaires. Les enfants aident à planter le maïs, et chaque soir, la lumière des lampes de terrain remplace la flamme du kérosène. Ce sont des gestes simples, mais ils traduisent de la transformation d'un pays qui reprend le contrôle de son quotidien. Ibrahim Traoré apparaît rarement dans les médias. Pourtant, chaque site en activité porte sa marque. Ses ingénieurs le décrivent comme obsédé par une équation. Chaque kilowatt doit arroser une graine. Dans son bureau de Ouagadougou, il suit les relevés de rendement et les cartes thermiques du projet. Cherchant le moindre dysfonctionnement comme un soldat, surveille son front.
Ce souci du détail incarne une vision, celle d'un État qui construit au lieu de mendier. Les femmes, quant à elles, deviennent les nouvelles gardiennes de la souveraineté. À Kaya, elles dirigent les ateliers où l'on assemble les panneaux et les séchoirs. Leur autonomie financière attire les jeunes vers les villages au lieu de les pousser vers les villes. Dans ce réseau d'énergie et de terre, la lumière n'est plus seulement physique, elle devient sociale. Le Burkina Faso découvre que la souveraineté ne se décrète pas, elle se pratique, chaque jour, sous le soleil. Le tournant majeur commence à la mi-2025, lorsque la première phase de la ceinture agro-solaire entre pleinement en service. Les turbines ronronnent, les conduites d'eau vibrent sous la terre rouge, et les drones de surveillance captent des bandes de lumière qui s'étendent sur des kilomètres. Ce que Ibrahim Traoré avait appelé le pari du siècle devient un flux d'énergie concret. Activation. Au départ, 12 pôles régionaux coordonnent la production. Chacun regroupe champs solaires, stations de pompage et zones de stockage. Les ingénieurs locaux, formés en un temps record, travaillent jour et nuit pour synchroniser le réseau. L'État publie des bulletins hebdomadaires. Puissance délivrée, surface irriguée, nombre d'emplois créés. Climax. Dès le 3e trimestre, les premiers bilans surprennent même les plus sceptiques. Les rendements agricoles augmentent de 32%, les importations de diesel chutent de moitié. Dans le nord, là où la sécheresse dictait autrefois la loi, les villages deviennent autosuffisants. La presse internationale réagit. Paris, Londres et Washington publient des rapports contradictoires. Étonnement scientifique mêlé de méfiance politique. Mais sur le terrain, la dynamique échappe à tout contrôle externe. Des universités africaines envoient pour des étudiants, des coopératives féminines signent des contrats directs avec les marchés urbains et les jeunes ingénieurs documentent chaque amélioration technique. Du Chan, le succès attire aussi la résistance. Dans les chancelleries occidentales, on s'inquiète d'une extension excessive. Le FMI propose des partenariats conditionnés. Le gouvernement de Traoré refuse poliment. Nous accueillons la coopération, pas la tutelle. Cette phrase circule comme un mot d'ordre. En 48 heures, les réseaux sociaux africains en font un slogan. Les observateurs parlent d'un moment historique, comparable à l'indépendance symbolique des années 1960, mais cette fois alimenté par la lumière plutôt que par les armes. À Ouagadougou, l'ambiance change. Des concerts improvisés célèbrent la renaissance solaire. Les rues principales sont éclairées toute la nuit. Les cafés restent ouverts. Les étudiants révisent sous des lampadaires, alimentés par les panneaux voisins. Le pays découvre le luxe du silence. Plus de moteurs, plus de fumée, seulement le bourdonnement des turbines et les voix de ceux qui travaillent tard. Chaque hectare conquis sur la sécheresse devient un symbole. Les anciens appellent cela la revanche de la terre. Ibrahim Traoré déclare à la radio nationale « La faim et l'obscurité sont le même ennemi ». Sa voix calme contraste avec l'ampleur du changement. En moins d'1 an, le Burkina Faso passe du statut de bénéficiaire à celui de modèle. Les cartes énergétiques africaines doivent être redessinées et le monde, perplexe, commence à comprendre qu'un pays sans littoral a trouvé la mer dans sa propre lumière. Le cœur du projet se mesure en chiffres et chaque chiffre raconte un progrès. Baseline, Delta. Avant 2025, moins de 18% des foyers ruraux du Burkina Faso avaient accès à l'électricité. 12 mois plus tard, ce taux dépasse 42%, selon les relevés croisés des ministères de l'énergie et de l'agriculture. Les écoles rurales, autrefois plongées dans l'obscurité, accueillent désormais des cours du soir. La productivité agricole a augmenté de 32% dans les zones pilotes et les importations de carburant ont chuté de 180 millions de dollars par an. Ces écarts, à la fois simples et spectaculaires, dessinent la nouvelle économie du Sahel. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, chaque pôle solaire est tenu de publier ses données mensuelles. Le pays fonctionne comme un tableau de bord vivant. Kilowatts, hectares, litres d'eau pompée,
tonnes de céréales récoltées. Les ingénieurs ont mis en place un système de recyclage thermique. La chaleur excédentaire des turbines sert à purifier l'eau potable, réduisant de 27% les maladies hydriques dans les districts les plus secs. Cette approche, qualifiée de souveraineté circulaire par les conseillers de Traoré, bouleverse les paradigmes du développement classique. Les résultats sociaux sont tout aussi tangibles. Plus de 70 000 femmes travaillent désormais dans les chaînes de séchage, d'assemblage ou de conditionnement. Chaque coopérative possède sa propre microstation, transformant des denrées périssables en produits exportables. Le revenu moyen rural a bondi de 38% en 2 ans. Ces transformations ne reposent ni sur des subventions, ni sur des prêts extérieurs. Elles proviennent d'un mécanisme inédit, une taxe souveraine d'1% sur la consommation énergétique, approuvée par référendum. Les experts étrangers, d'abord sceptiques, reconnaissent aujourd'hui l'efficacité du modèle. Des universités brésiliennes, indiennes et nigérianes étudient la méthode agro-solaire intégrée comme alternative au financement conditionnel. Le FMI et la Banque mondiale, longtemps arbitres du développement africain, se retrouvent observateurs d'une expérience qu'ils n'ont pas inspirée. Et derrière chaque statistique, il y a une histoire, celle des villages qui tiennent désormais leurs assemblées nocturnes sous la lumière, celle des enfants qui étudient après le coucher du soleil, celle des paysans qui plantent sans craindre la prochaine saison sèche. Ainsi, la donnée devient récit, et le récit devient preuve. Les mégawatts remplacent les promesses, les récoltes remplacent les discours. Le Burkina Faso ne parle plus de souveraineté. Il la mesure en chiffres clairs et en champs verts. À mesure que la ceinture agro-solaire s'étend, 2 lectures s'opposent. La première, portée par certains économistes occidentaux, affirme que Ibrahim Traoré a engagé son pays dans un pari risqué. Une expansion trop rapide, une dépendance à la technologie étrangère et un budget national absorbé par un seul méga-projet. Selon eux, l'absence de prêts internationaux prive le Burkina Faso de garanties financières et l'expose à un effondrement structurel. Ils citent les précédents d'infrastructures africaines inachevées, les pannes logistiques, les retards d'entretien. La seconde lecture, défendue par des chercheurs africains, décrit au contraire un modèle d'émancipation. La taxe souveraine d'1% assure une base de financement national, et les coopératives locales contrôlent désormais la production et la maintenance. Le système s'autorégule. Chaque kilowatt produit alimente un fonds d'irrigation. Chaque tonne exportée finance une nouvelle station. Cette circularité crée un écosystème où la dépendance devient internalisée. Les critiques techniques évoquent aussi la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Mais l'équipe de Traoré réplique chiffres à l'appui. 3 usines d'assemblage locales, 5000 batteries produites par mois et une baisse de 40% des importations d'équipements en un an. Ce sont des gains mesurables, non des slogans. Enfin, la dimension sociale échappe souvent aux analyses comptables. Le projet ne se limite pas à l'électricité. Il redéfinit les relations entre État et citoyens. En remplaçant la logique d'assistance par celle de contribution, le Burkina Faso transforme le concept de développement en acte collectif. La controverse persiste, mais elle nourrit le débat plutôt qu'elle ne le clôt. L'un parle de prudence, l'autre de dignité. Et si, comme le dit un ingénieur de Kaya, la lumière n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Alors la vraie question n'est plus de savoir si le projet est viable, mais si le monde est prêt à l'accepter. Un pays brille, mais ne s'agenouille plus. Cette phrase, lancée par Ibrahim Traoré au sommet de mi-mandat, résume le basculement. La ceinture solaire n'est plus seulement un projet d'ingénieur, c'est un acte politique devenu contagieux. Dès que le Burkina Faso a refusé de nouvelles offres du FMI, les rapports se sont multipliés à Paris et à Washington, alertant sur un modèle d'autonomie déstabilisateur. Mais sur le terrain, les lumières restent allumées, les champs continuent de croître,
et les communautés locales gèrent seules leurs circuits. La riposte étrangère, discrète d'abord, prend la forme de gel de subventions et d'enquêtes sur la traçabilité des matériaux. Pourtant, la réaction populaire dépasse toute attente. Des milliers d'Africains de la diaspora envoient spontanément des fonds pour soutenir les agriculteurs. En quelques semaines, le mot-clic Sahel Solar Belt devient tendance continentale. Ce moment charnière n'est pas un repli, c'est une affirmation. Le Burkina Faso n'a pas seulement choisi la lumière, il a choisi de la garder. Les effets de la ceinture solaire se déploient en 4 dimensions, chacune révélant une mutation profonde de la société burkinabé et de la région. D'abord, au niveau national, les institutions se transforment. L'administration publique s'adapte à une gouvernance énergétique décentralisée. Chaque province gère ses micro-réseaux, publie ses données, ajuste ses tarifs. Le ministère de l'Énergie devient un organe de coordination plutôt que de contrôle. Ibrahim Traoré parle d'un « État en réseau » où le pouvoir circule comme le courant, horizontal, continu, accessible. L'indépendance cesse d'être un slogan et devient une procédure. Ensuite, sur le plan économique, les entreprises évoluent. La production locale d'équipements solaires crée un tissu industriel inédit. 3 usines d'assemblage, une fabrique de batteries et des ateliers régionaux d'entretien. Les PME africaines, longtemps dépendantes d'importations, redécouvrent la compétitivité. En un an, le PIB industriel du pays progresse de 9,8% et les exportations d'énergie vers le Mali et le Niger génèrent des recettes nouvelles. Les anciens importateurs de diesel se reconvertissent en distributeurs d'équipements solaires, réduisant la résistance économique interne. Puis, au niveau social, les citoyens changent. Les effets visibles se lisent dans la vie quotidienne. Les écoles rouvrent le soir, les femmes contrôlent les coopératives de séchage, les jeunes trouvent un travail stable. Le chômage des 18-30 ans chute de 28% en 2 ans. Dans les cafés d'Ouagadougou, on débat désormais d'énergie plutôt que de politique. Les slogans officiels cèdent la place à des phrases populaires. Si une lumière ne nourrit pas un enfant, elle ne mérite pas de briller. Ce credo, attribué à Ibrahim Traoré, devient un serment civique. Enfin, à l'échelle régionale du Sahel, l'impact se fait sentir. Le Mali et le Niger rejoignent. Le corridor agrosolaire, l'AES Energy Compact, premier bloc énergétique financé sans appui occidental, naît à Bamako. Le succès burkinabé redéfinit la diplomatie. La lumière devient instrument d'unité. Là où les frontières séparaient, les réseaux unissent. L'Union européenne parle d'un rééquilibrage politique du Sahel, tandis que les marchés mondiaux constatent une baisse de 15% des exportations de diesel vers l'Afrique de l'Ouest. Ces 4 cercles forment un seul mouvement, la souveraineté comme système. Le Burkina Faso ne se retire pas du monde. Il y revient par la production, la preuve et la stabilité. La lumière, autrefois symbole d'assistance, devient monnaie d'échange et outil de fierté. À la fin de 2026, Ibrahim Traoré et son équipe présentent 3 trajectoires ce qui est possible pour l'année à venir, 3 miroirs du même futur. Dans le scénario de base, la consolidation se poursuit. La production reste stable autour de 6000 MW, avec une maintenance régulière et une extension modérée vers le sud. Le pays atteint l'autonomie énergétique complète et poursuit l'intégration régionale avec le Mali et le Niger. Les revenus issus de l'exportation d'électricité couvrent déjà 8% du budget national. Ce scénario suppose un équilibre entre ambition et prudence, un modèle reproductible ailleurs en Afrique. Dans le scénario optimiste, l'expansion prend forme. De nouvelles lignes d'interconnexion sont construites vers la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les investissements privés africains affluent, soutenant la création de 2 pôles agro-industriels autour de Kaya et Bobo-Dioulasso. Les rendements agricoles dépassent de 40% la moyenne historique. Le Burkina Faso devient laboratoire continental de la souveraineté circulaire. Ce futur exige la stabilité politique et la formation accélérée de techniciens nationaux.
Et dans le scénario plus difficile, celui de la résistance, les pressions extérieures se renforcent. Restrictions commerciales, cyberattaques, campagnes médiatiques accusant le pays de isolationnisme. Les chaînes d'approvisionnement en batterie ralentissent. Les coûts de maintenance augmentent. Pourtant, même dans cette hypothèse, la structure interne, financée localement, limite les dégâts. Les réseaux demeurent autonomes et les communautés conservent la lumière. De ces trois chemins, Traoré tire une même leçon. L'avenir du Sahel dépendra moins des menaces extérieures que de la capacité des Africains à entretenir leur propre infrastructure. Si nous entretenons la lumière comme nous entretenons la foi, dit-il, aucune tempête ne pourra l'éteindre. Ce réalisme lucide transforme la planification économique en acte de souveraineté. Le projet n'est plus une expérience, c'est une ligne d'horizon. Sous la lumière nouvelle du Sahel, les visages racontent mieux que les chiffres. Dans un village de Yalgo, une femme montre les fruits séchés qu'elle exporte désormais elle-même. À Ouahigouya, des étudiants étudient sous les lampadaires solaires jusqu'à minuit. Dans le sud, des mécaniciens autrefois inactifs deviennent techniciens d'entretien. Tous partagent le même sentiment, celui d'appartenir à quelque chose de construit par eux, pour eux. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension humaine. Dans ses discours, il parle moins d'indépendance que de responsabilité collective. Le pouvoir, dit-il, n'est pas seulement dans les câbles ou les panneaux, mais dans la façon dont les citoyens en prennent soin. Cette vision transforme la politique en culture civique. Les stations radio locales lisent chaque jour les chiffres d'énergie produite, comme d'autres lisent naissant les résultats sportifs. Les enfants apprennent à l'école comment fonctionne un panneau solaire avant même de connaître la géographie mondiale. Cette réappropriation du progrès rapproche le pays de ceux qui le regardent de loin. Dans d'autres nations africaines, des campagnes communautaires s'inspirent du modèle Traoré, connecter la lumière à la dignité. Et pour les spectateurs, au-delà de l'Afrique, l'histoire du Burkina Faso agit comme un miroir. Elle pose une question simple mais universelle. Si une communauté autrefois dépendante peut apprendre à produire sa propre lumière, qu'est-ce qui empêche les autres de le faire ? La réponse, sans doute, ne réside pas dans la technologie, mais dans la volonté. Le gouvernement burkinabé transforme le succès du projet solaire en méthode exportable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une feuille de route précise est adoptée pour consolider la souveraineté énergétique et agricole sur les 5 prochaines années. Première étape, généraliser les stations solaires communautaires. Chaque village de plus de 2000 habitants devra disposer d'un hub autonome avant 2028, relié à un fonds de maintenance local. Deuxième étape, industrialiser l'assemblage. 3 nouvelles usines sont prévues à Tenkodogo, Ouahigouya et Banfora, afin d'atteindre la production de 8000 batteries Skogmoa et de réduire totalement les importations d'ici 2030. Troisième étape, connecter l'agriculture à la recherche. Les universités rurales développeront des semences adaptées au système d'irrigation solaire. Un institut agro-énergétique pilote ouvrira ses portes en 2027. Quatrième étape, régionaliser la distribution. Un corridor logistique commun avec le Mali et le Niger doit permettre le transport rapide des surplus énergétiques et agricoles. Cinquième étape, mesurer la durabilité. Un indice national combinant kilowatts, hectares irrigués et emplois créés sera publié chaque trimestre, rendant la souveraineté quantifiable, transparente. Chaque mesure renforce un même principe, l'autonomie collective. Ce plan ne promet pas la perfection, mais la continuité, celle d'un État qui maintient la lumière, quoi qu'il arrive. Nous n'avons plus besoin de permission pour bâtir, dit Traoré, et seulement de persévérance pour entretenir. Ainsi, la souveraineté cesse d'être un discours. Elle devient un calendrier. La nuit tombe sur le Sahel, mais le pays ne s'assombrit plus.
Dans les plaines de Kaya, les champs solaires continuent de luire comme une constellation terrestre. Ibrahim Traoré, debout parmi les ingénieurs et les agriculteurs, regarde la lumière qu'ils ont façonnée ensemble, un reflet d'effort plus qu'un symbole de pouvoir. À quelques mètres de lui, un vieil homme murmure « Avant, nos fils partaient chercher la vie ailleurs. Maintenant, ils la construisent ici. » Cette phrase, simple et paisible, résume la victoire d'une génération. Le mur de lumière du Burkina Faso n'est pas fait de verre ni de métal, mais de volonté. Chaque panneau, chaque graine irriguée, chaque enfant qui étudie le soir tisse un futur que personne ne peut confisquer. Ainsi l'histoire revient à son point de départ. Le soleil du Sahel brille pour ceux qui ont appris à l'apprivoiser. La souveraineté n'est plus une idée, c'est une habitude quotidienne. Le Burkina Faso a prouvé qu'un rêve collectif peut devenir système. Sous la lumière qu'ils ont bâtie eux-mêmes, les Burkinabés redéfinissent la signification de la liberté. Non pas l'indépendance contre, mais l'autonomie pour. Ibrahim Traoré le répète dans ses allocutions. Notre lumière n'éclaire pas seulement nos routes, elle éclaire nos choix. Cette histoire ne s'arrête pas à ses frontières. Chaque pays, chaque communauté peut trouver dans cette trajectoire un écho, celui du travail, de la patience et du refus de rester dans l'ombre. Car la souveraineté n'est pas l'isolement, c'est la capacité de créer sans attendre l'autorisation. Alors, à vous qui lisez ces lignes, pensez à votre propre horizon, dans vos villes, vos champs, vos écoles, que pourrait signifier pour vous une lumière construite de vos propres mains. Écrivez-le, partagez-le, discutez-en, parce que c'est ainsi que la lumière voyage, de mot en mot, de cœur en cœur.